On va maintenant reprendre la suite de notre programme, un peu plus calme mais toujours plus intéressant. On va recevoir sur scène le professeur d'histoire et essayiste Vincent Badré. Vincent Badré, bonjour, vous êtes agrégé d'histoire, enseignant à Stanislas, auteur de l'histoire politisée et de l'histoire fabriquée, ce qu'on ne vous dit pas à l'école. Je vous laisse la parole. Alors, je vous remercie beaucoup de me donner la parole pour avoir le plaisir de commencer par détruire une première fake news. Je ne suis pas agrégé. J'ai mon petit CAP d'enseignement et donc je vous remercie de l'invitation et je suis très heureux de retrouver quelques amis aujourd'hui pour vous parler d'un terrain de combat qui n'est pas le combat judiciaire ou le combat des manifestations, mais pour témoigner d'une expérience d'enseignant et d'analyste des manuels d'histoire qui montre que le choix qu'on fait quand on choisit de parler plutôt d'une chose ou d'une autre est un choix qui peut avoir de profondes implications politiques. Le choix est nécessaire, on est obligé de parler de tel ou tel aspect, et ce choix peut être fait d'une manière qui est plus ou moins juste et honnête. Pour ce faire, je vais vous présenter quelques diapositives qui vont nous montrer des exemples des livres d'histoire qui sont utilisés actuellement, et donc, je voudrais commencer avec la première diapositive par parler de l'efficacité de la mobilisation pour l'histoire. En effet, dans mon livre « L'histoire politisée », donc j'ai essayé d'expliquer comment fonctionnent les polémiques sur la mémoire nationale, sur l'identité, sur la théorie du genre, etc., en rapport avec l'histoire longue de l'identité nationale, son développement, ses contestations, etc. Et dans ce domaine-là, on a vu en 2010 un mouvement de contestation des programmes qui ont été mis en place pour le collège sous la direction lointaine de Nicolas Sarkozy. Et en particulier, vous avez Dimitri Casali qui a lancé une pétition qui a fait 27 000 signatures, ce qui n'est pas énorme, mais Dimitri Casali dit, eh bien voilà, Louis XIV et Napoléon sont fortement sous-estimés dans ces nouveaux programmes, et au contraire, on parle des royaumes esclavagistes africains, donc le Songhai ou le Monomotapa. Et quand on regarde les programmes actuels, eh bien, on s'aperçoit que ce combat, avec un grand nombre d'autres mobilisations, y compris de Jacques Julliard, de Pierre Nora, de gens très établis, a abouti à des programmes de première et de terminale qui, pour l'enseignement qui sera donné à tous les élèves de première et de terminale du lycée général, revalorisent la nation, la continuité et la chronologie. Alors vous avez par exemple ici l'ouverture du chapitre sur la Révolution, avec le titre officiel « La Révolution française et l'Empire, une nouvelle conception de la nation ». Et pour illustrer cette notion, vous avez, alors ça se voit pas très bien ici sur cette photo, mais vous avez à gauche le serment du jeu de paume, et à droite, Napoléon qui reçoit le serment de son armée avec les drapeaux bleu, blanc, rouge, et donc une vision qui est quand même relativement différente des aspirations des concepteurs des programmes précédents. Cependant, on a dans ces évolutions donc d'autres aspects qui sont la réception des programmes officiels. Et ici, il y a l'ouverture d'un compte-rendu de formation de professeurs qui explique que l'histoire est prescrite comme chronologique, mais qu'il ne faut pas la présenter comme un processus linéaire. Évidemment, ce serait beaucoup trop simpliste. Et donc, il y a une résistance de certains inspecteurs. Et si vous voulez, cette dimension donc, se retrouve aussi dans les manuels scolaires. Alors, ici, j'ai analysé ça dans un livre qui s'appelle « L'histoire fabriquée », qui est « Qu'est-ce qu'on trouve dans les manuels scolaires ?» Et on trouve déjà, dans certains cas, des bonnes choses. Donc avec, par exemple, les manuels qui ont été publiés cette année doivent parler, pour les élèves de seconde, de la Méditerranée médiévale. Et on a un certain nombre de livres qui disent, avec l'image précédente, qui nous disent qu'il y a eu une attaque de Thessalonique par les Arabes, alors, ils ont oublié d'être musulmans, mais c'est quand même des Arabes, en 904, donc avant les croisades. Ce qui est assez différent de ce qu'on disait auparavant, où on oubliait que le djihad précède la croisade. Alors nous pouvons passer maintenant à un autre exemple tiré d'un manuel scolaire de géographie, qui là est beaucoup plus représentatif des pratiques qui existaient à l'époque où j'ai écrit l'histoire fabriquée et qui existent toujours, qui consistent à essayer d'orienter les idées. Alors vous avez des graphiques sur le déclin démographique du Japon,
sur son vieillissement, donc qui sont tout à fait objectifs, et puis un texte pour expliquer que le vieillissement est un atout, et un autre pour dire que l'immigration pourrait être une solution. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir de la salade plutôt que des frites ? Voilà un petit peu comment on fait. Donc il ne s'agit pas d'une action directe, brutale, mais il s'agit d'insinuations qui sont quand même extrêmement fréquentes. Alors nous pouvons passer maintenant à une réflexion sur les programmes de spécialité. Pour les élèves de première et de terminale, avec la réforme liée à Parcoursup, etc., il sera demandé de choisir des spécialités, et ceux qui veulent faire une école de commerce, ceux qui veulent faire du droit, qui veulent faire des sciences politiques, qui veulent faire des études littéraires, sont obligés de prendre la spécialité histoire, géographie, géopolitique. Et dans cette spécialité, on a des programmes extrêmement partiels par le choix des exemples qui sont indiqués. Par exemple, en première, nous sommes chargés de passer une vingtaine d'heures à parler des frontières. Et nous allons parler d'abord de l'aspect primitif de la frontière comme un mur, comme à l'époque de l'Empire romain, qui se défendait contre les barbares. Mais heureusement, les livres ne sont pas si simplistes, puisqu'ils disent que les frontières sont aussi, dès cette époque-là, des zones d'échange. Et l'autre exemple par lequel il est demandé de terminer ce chapitre sur les frontières, ce sont les espaces transfrontaliers européens qui dépassent la frontière au quotidien. Heureusement, aujourd'hui, on peut partager le ramassage des poubelles entre Saarbrück et Saarwerden, et c'est absolument extraordinaire d'arriver à dépasser comme ceci les frontières. Alors, il y a d'autres aspects assez croquignolets dans ces programmes, c'est que nous devons parler de la démocratie, et en particulier de la démocratie déléguée européenne, qui est une forme tout à fait extraordinaire de démocratie. Et ici, vous avez un manuel qui est un petit peu subtil, avec les défauts de la démocratie directe, la démagogie, les défauts de la démocratie représentative. Et puis, la démocratie déléguée, la démocratie européenne, elle n'a pas de défauts, elle n'a que des ennemis. Ce qui nous montre que c'est un système parfait, nous l'avons bien compris. Et les programmes de terminale, toujours en spécialité, eux aussi sont très révélateurs de la dimension oligarchique dont nous avons parlé tout à l'heure, puisqu'il avait été question de parler des riches et des pauvres à travers l'histoire et dans les sociétés actuelles. Et ce chapitre a été supprimé et remplacé par deux chapitres. Un chapitre sur le patrimoine, donc c'est la partie basse de l'image, et un chapitre sur l'enjeu de la connaissance. En effet, nous sommes entrés, depuis 1965, dans une société de la connaissance, une société presque transhumaniste, dans laquelle il n'y a plus de pauvres, puisque tout le monde est connecté à Internet. Nous pouvons passer maintenant à une réflexion sur le rôle que l'histoire peut tenir pour trouver des moyens de redevenir vivant et de re-rentrer dans une intelligence des choses, au lieu de se laisser orienter par des présentations biaisées dont nous avons parlé il y a un instant. Et cette histoire, elle a un certain nombre de méthodes, et en particulier, elle a une dimension critique. On parle de la critique historique, qui ne consiste pas à dire du mal de tout ce qui nous est présenté, mais qui consiste à se demander si un discours, un document, une source est vraisemblable, si le discours est cohérent avec lui-même, et s'il est convergent avec d'autres observations ou d'autres théories que nous avons déjà avant de découvrir un nouveau document. Et c'est très utile pour analyser les discours de nos chers amis les ministres, qui sont sur l'image suivante. Donc vous avez des ministres dont chacun sait qu'ils ne sont jamais des menteurs, mais seulement des gens parfois un tout petit peu imprécis. Alors nous passons à la suite avec un autre apport de l'histoire, qui est de réfléchir à la question de la vérité. En effet, Solzhenitsyn disait que un des grands éléments de la dissidence, c'était de vivre dans la vérité et de sortir du brouillard de mensonges qui environnait les gens dans le système soviétique, un petit peu dans la fin de cette période. Et l'un des pièges, c'est de faire l'inverse, et de dire il y a une vérité officielle sur le Coran, eh bien nous allons trouver une vérité inverse. Alors, il ne s'agit pas pour moi de dire que les articles du Figaro Magazine aux questions sont mal faits et sont inintéressants. Mais vous avez ici un titre qui, pour un historien, n'est peut-être pas tout à fait juste. Disons « la vérité ». Et pour faire la promotion d'un livre qui fait de l'analyse littéraire du Coran, qui est intéressant, mais qui n'est pas la vérité sur le Coran. Nous pouvons passer à la suite en disant que quand on cherche la vérité sur un phénomène historique un petit peu complexe, on peut s'ouvrir à des hypothèses alternatives. Vous avez ici un document qui a pas mal circulé sur Internet,
qui s'appelle Le Grand Secret de l'Islam, et qui présente une hypothèse alternative sur la naissance de l'islam. Et d'un point de vue d'historien et d'enseignant, je trouve que c'est extrêmement intéressant, à condition de garder le fait qu'il s'agit d'une hypothèse sur une période qui n'est pas très bien connue. Et dans les milieux un petit peu contestataires, c'est assez facile de trouver ce genre de documents et de se laisser emporter en disant ben voilà, là j'ai trouvé une vérité. Alors qu'il s'agit d'un élément du débat qui est à prendre en considération, mais qu'on peut aussi beaucoup gagner à lire des historiens universitaires. Et en particulier, on a des recherches très intéressantes qui sont une des sources du Grand Secret de l'Islam, mais qui sont beaucoup plus prudentes dans leur expression. Et vous avez un chercheur qui a analysé ce qu'il appelle l'islam des pierres, qui sont les graffitis des premiers musulmans. Et ces graffitis sont intéressants parce qu'ils montrent un Coran et un islam qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui, qui a été transformé dans une certaine mesure. Et un universitaire n'ira pas aux conclusions, ne dira pas, voilà, maintenant je suis sûr qu'il y a une autre solution. Mais il va nourrir une réflexion et approfondir la recherche, avoir des faits bien analysés, des analyses un petit peu subtiles. C'est sans doute c'est pas beaucoup plus radical que de lire des alternatives, mais c'est aussi quelque chose de tout à fait nécessaire. Et on peut aussi voir que l'histoire peut servir indirectement à penser la politique, avec donc en particulier un point qui me semble très important, qui est la notion des proportions. Et ici, je vous ai présenté un graphique qui est assez célèbre, qui représente le nombre de soldats de la grande armée de Napoléon, qui partent à la gauche de l'image de la frontière russe, qui vont jusqu'à Moscou en perdant déjà beaucoup de soldats, et qui reviennent ensuite au cours de la retraite de Russie. Et si on ne prend pas en compte les proportions, et en particulier les pertes considérables subies par l'armée napoléonienne pendant cet épisode, on a du mal à comprendre la suite. Et alors, la société d'aujourd'hui aime beaucoup les proportions quand il s'agit de parler de discrimination et beaucoup moins dans d'autres cas. Donc c'est très important d'être capable de penser en termes de groupe et en termes de proportions. Cependant, on peut aussi voir, grâce à l'histoire, que les proportions ne font pas tout dans l'évolution historique, parce qu'il y a aussi des choix personnels. Et alors, je suis très heureux de vous présenter un personnage que nous avons déjà vu tout à l'heure au cours d'une vidéo, donc qui est Sonia Mabrouk, et qui est une Tunisienne, qui est venue s'installer en France, qui est journaliste en France, et qui a écrit plusieurs livres, dont un livre qui dit « France, tu as perdu ton bon sens », et qui dit au Figaro « Remettons l'église au centre du village ». Et il est intéressant de constater ici un choix personnel, de rejoindre une certaine culture française, et c'est aussi important d'analyser grâce au raisonnement historique les raisons d'un engagement. En disant, eh bien, finalement, elle ne parle que de l'Église comme bâtiment avec une minuscule, et pas comme institution, et elle dit finalement, l'Église est une garantie d'une certaine sociabilité. Pour l'historien, il va décrire les points de vue des uns et des autres, et il va aussi, et on va passer à l'image suivante, il va aussi permettre de complexifier l'exposé de ses propres convictions. Alors par exemple, quand on parle de populisme, c'est présenté par le système ou un certain nombre de médias comme une masse indistincte de personnes en colère. Mais on peut distinguer dans le populisme un problème de souveraineté, des analyses économiques, une réflexion sur des enracinements, et sur la manière de les faire revivre, puisqu'ici nous ne sommes pas dans une photo d'une danse médiévale, mais nous sommes dans une reconstitution. Et il est très important, quand on s'engage dans le domaine intellectuel, d'approfondir la connaissance et l'expression subtile et nuancée de ses propres convictions, et aussi la connaissance des convictions de ses adversaires. Ce qui nous amène à la partie suivante, qui est de dire que l'une des grandes difficultés de l'époque, c'est de trouver des sources d'informations alternatives. Et parmi celles-ci, j'ai travaillé pour écrire les 2 livres dont je vous parlais tout à l'heure, comme des analyses proposant des sources alternatives. Alors, pour des raisons d'organisation, il n'y a que 3 exemplaires de l'histoire politisée qui sont en vente. Et donc, ils ne seront pas vendus aux enchères, mais aux premiers qui viendront les chercher tout à l'heure. Et sinon, vous pourrez les acheter à la Nouvelle Librairie, donc qui pourra soit vous les vendre directement, soit les commander si nécessaire. Le premier livre, L'Histoire fabriquée, est une analyse des manuels qui consiste à prendre toutes les questions difficiles, Inquisition, croisade, guerre mondiale, etc., en disant voilà ce que disent les manuels en 2012.
Rassurez-vous, ils disent la même chose en 2016, dans les grandes lignes. Et de donner des éléments de réponse, des livres, des résumés, pour arriver à dire, voilà, bon ben, face à des enfants qui sont dans l'enseignement, public ou privé, c'est souvent assez proche, eh bien, voilà le discours qu'ils risquent d'entendre. Et voilà des éléments de réponse. Bon. Le deuxième livre, L'histoire politisée, cherche plutôt à comprendre le fonctionnement des polémiques. Donc quand on parle devant Polémia, c'est quelque chose qui peut intéresser notre réunion, parce que le débat public a des règles, a un mode de fonctionnement, dont les débats sur l'histoire sont un des exemples tout à fait intéressants. Alors bien évidemment, il y a un grand nombre d'autres sources de renseignements, et vous avez par exemple les livres de Jean Sévilla, vous avez aussi, si on passe à l'image suivante, des sites internet. Alors vous avez par exemple le site Mythes et Anti-Mythes. Donc si vous faites ça sur Google, Mythes et Anti-Mythes, vous trouvez ce site qui a reproduit un très grand nombre d'articles de vulgarisation. Donc vraiment des articles assez simples, dans un point de vue globalement de droite. Donc là, vous avez les 12 Césars, la femme gauloise, etc. Et je trouve aussi très intéressant un autre site, image suivante, qui s'appelle Hérodote.net. Hérodote.net est un site grand public qui n'a pas un ton très, très engagé, mais qui n'a pas peur d'aborder des questions qui peuvent être délicates. Donc là, par exemple, l'enjeu démographique, l'augmentation de la population africaine, la théorie du genre avec une mise en valeur de Sylvia Nagasinski et l'histoire du darwinisme. Voilà. Donc un site qui est très pédagogique, très intéressant et qui, mine de rien, fait passer un certain nombre de choses sans être dans une posture d'opposition. Alors nous pouvons continuer avec d'autres livres. Alors vous avez donc des essais de manuels scolaires ou de résumés pour les enfants. Alors vous avez par exemple les manuels qui ont été dirigés par Dimitri Casali, ou bien alors ceux des éditions Criterion, qui cherchent à reprendre les structures fondamentales de l'histoire de France en s'inspirant des manuels anciens de la Vis ou de Bainville, donc en reprenant des choses classiques, pas tellement renouvelées, mais qui permettent de donner un cadre qui manque souvent aux élèves. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.